Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un pays qui a défié toutes les attentes au cœur de l'histoire africaine. Imaginez, à la fin du 19e siècle, les grandes puissances européennes se lancent dans une véritable course pour coloniser le continent africain. Une frénésie où chaque territoire est revendiqué, divisé et placé sous domination étrangère. Pourtant, au milieu de ce tableau d'un continent morcelé, deux zones attirent l'attention. La première, à l'ouest, c'est le Libéria. Mais ce n'est pas une vraie indépendance, c'est en fait un territoire acheté par une société américaine pour y installer d'anciens esclaves affranchis. Et puis, il y a un deuxième territoire, bien plus imposant. À l'est, entouré de colonies françaises, britanniques et italiennes, un pays résiste. Ce pays, c'est l'Éthiopie. Aujourd'hui, je veux vous raconter son histoire. Car à une époque où les empires européens avalaient tout sur leur passage, l'Éthiopie s'est dressée comme une exception. Un empire millénaire qui, contre toute attente, a préservé son indépendance. Pendant longtemps, l'intérieur du continent africain restait une énigme pour les Européens. Ils se limitaient aux côtes, où ils installaient des comptoirs commerciaux. Mais à partir des années 1880, tout change. Les grandes puissances se disputent l'Afrique comme si c'était un immense échiquier. Français, Britanniques, Allemands, Belges, Portugais. Tous veulent leur part du butin. Cette période est connue comme la course à la colonisation. Et pourtant, au cœur de cette conquête effrénée, l'Éthiopie s'impose comme une anomalie. Un empire fier, capable de tenir tête aux ambitions coloniales. En résumé, en moins de 2 décennies, les Européens s'emparent d'un continent 3 fois plus grand que l'Europe où chacun se crée son propre empire colonial. Mais au milieu de tout ça, il y a l'Éthiopie. Pour tout comprendre, il faut que je vous raconte un peu l'histoire de l'Éthiopie, puisque si elle a échappé à la colonisation, c'est en partie grâce à son histoire particulièrement longue. Selon la légende, le royaume d'Éthiopie remonterait à environ 1000 ans avant Jésus-Christ et aurait été fondé par un certain Ménélik Ier, un des fils du célèbre roi de Jérusalem Salomon. Mais ça c'est probablement une légende inventée au Moyen Âge par les rois éthiopiens. Ce dont on est sûr grâce à l'archéologie, c'est que l'empire d'Éthiopie est très ancien puisqu'on retrouve ses origines dans l'ancien royaume d'Aksum, qui est le tout premier royaume d'Afrique à avoir été converti au christianisme dès le IVe siècle. Puis c'est au cours du XIIIe siècle que l'empire éthiopien apparaît véritablement sous la dynastie des Salmonidés, une dynastie qui justement tire son nom de Salomon. Mais pendant longtemps l'Éthiopie reste ce lointain royaume chrétien que les Européens connaissent assez mal. Quand commence la colonisation de l'Afrique, les Européens connaissent donc déjà l'empire éthiopien. Ils savent que c'est un empire très ancien qui, en plus de ça, est chrétien, ce qui lui donne l'image d'un État, disons, un peu plus civilisé que les autres. C'est sans doute la raison qui explique pourquoi l'Éthiopie est au début épargnée par la colonisation. Mais l'Éthiopie profite aussi de sa position géographique. Si on regarde sur une carte, on voit de suite que l'Éthiopie est enclavée, elle n'a pas d'accès à la mer, ce qui la rend encore moins intéressante pour les Européens. Les Éthiopiens vont même voir la colonisation comme une chance. Déjà dans les années 1860, sous le règne de l'empereur Théodros II, l'Éthiopie noue des liens commerciaux avec les Occidentaux, qu'elle continue d'entretenir dans les années 1880 sous Johann IV. Quand les Européens commencent à s'installer sur la corne de l'Afrique, parmi eux, il y en a un qui jusque-là n'était pas parvenu à s'imposer comme une grande puissance coloniale. Ce pays, c'est l'Italie. L'Italie est à cette époque un tout jeune pays, puisque ça fait à peine 10 ans que le pays a été unifié pendant le Risorgimento. Le Risorgimento, rappelons-le, est la période qui prépare, puis réalise l'unification des anciens États italiens en un seul royaume, sous l'influence de forces assez différentes, des républicains et des mazziniens à la maison de Savoie. L'Italie fait donc figure de petit dernier et au début de la colonisation de l'Afrique, elle n'a ni l'ambition, ni les moyens de concurrencer des puissances comme la France ou le Royaume-Uni. Mais une fois la période du Risorgimento passée et que l'Italie est enfin stabilisée, les Italiens se disent que finalement la colonisation ça pourrait être bien pour l'économie du pays, et puis ça permet de récupérer plein de ressources et d'enfin pouvoir s'affirmer comme une grande puissance. Après tout, ils sont bien les descendants de l'Empire romain. Tout change donc à partir de 1881. À partir de là, l'Italie commence à s'intéresser à l'Afrique et plus particulièrement l'Afrique de l'Est, puisqu'à ce moment-là les Français et les Anglais se disputent aussi la région. Pour l'Italie, c'est l'occasion de se jeter à son tour dans la course aux colonies. Et l'endroit qui va intéresser les Italiens au tout début, c'est le long de la mer Rouge. Depuis que le canal de Suez a fini d'être creusé en 1869, l'endroit est devenu une position stratégique. Il relie l'Europe au détroit de Bab el-Mandeb, un véritable carrefour entre l'Asie, l'océan Indien et le Moyen-Orient.
À cette époque, l'Italie est un jeune État, unifié depuis à peine une décennie à la suite du Risorgimento. Encore instable, elle ne possède ni les moyens ni les ambitions des grandes puissances coloniales comme la France ou le Royaume-Uni. Mais les choses évoluent rapidement. Une fois stabilisée, l'Italie voit dans la colonisation une opportunité économique et stratégique pour asseoir son statut de puissance mondiale, fidèle à son héritage de descendant de l'Empire romain. Le tournant arrive en 1881, l'Italie se tourne vers l'Afrique, et plus précisément l'Afrique de l'Est. La région attire aussi l'attention des Français et des Britanniques qui y rivalisent déjà pour le contrôle des territoires. Pour l'Italie, c'est une chance de se positionner dans cette compétition. Le point qui capte immédiatement son intérêt est le littoral de la mer Rouge. Depuis l'ouverture du canal de Suez en 1869, cette zone est devenue un lieu stratégique, reliant l'Europe au détroit de Bab el-Mandeb, une porte d'accès vers l'Asie, l'océan Indien et le Moyen-Orient. L'Italie voit là une occasion idéale pour commencer son aventure coloniale. Mais les Italiens ne sont pas les premiers à s'installer dans la corne de l'Afrique, les Français se sont déjà installés à Djibouti et les Britanniques ont eux colonisé une partie de la Somalie. Les Italiens vont eux coloniser la région de l'Érythrée en s'emparant du port de Massawa que les Britanniques venaient d'abandonner. Le souci c'est que les Éthiopiens eux aussi voulaient à ce moment s'emparer de l'Érythrée pour se donner un accès à la mer. Cette situation débouche sur de premiers affrontements entre les Éthiopiens et l'armée italienne. Le 26 janvier 1887, une bataille a lieu près du village de Dogali où l'entièreté du contingent italien est éliminée. Plusieurs mois après, les Italiens lancent une contre-attaque. Commandés par le général Di San Marzano, 20 000 Italiens réussissent à repousser les Éthiopiens et à convaincre l'empereur Johann IV de renoncer à l'Érythrée, ce qui permet à l'Italie de faire de l'Érythrée sa première colonie. Sauf que les Italiens ne veulent pas s'arrêter là. Assez rapidement ils se mettent à convoiter la région du Tigré au nord de l'Éthiopie, une région d'une haute importance puisqu'elle est considérée comme le berceau de l'Empire d'Éthiopie. Mais maintenant les Italiens se méfient un peu, ils sont au courant que les Éthiopiens peuvent leur tenir tête, c'est pourquoi ils ne repartent pas en guerre de suite. Ils vont se montrer un peu plus subtils, et pour ça ils vont profiter d'un événement tragique, la mort de Johann IV. Après avoir été battu par les Italiens au nord, Johann IV se met à chercher le soutien des Britanniques en les aidant à s'emparer du Soudan. Les Éthiopiens vont donc combattre aux côtés des Anglais et vont les aider à s'emparer du Soudan, ce qui d'ailleurs montre la complexité de la période, puisque là on a par exemple un pays africain qui par intérêt aide un pays européen dans son projet colonial. Mais pendant cette guerre, l'empereur Johann IV est tué le 10 mars 1889 à la bataille de Matama. C'est là qu'intervient un personnage très important, sans doute la personne la plus importante de toute l'histoire éthiopienne au vu de ce qu'il a accompli, Menelik II. Né en 1844, c'est à l'origine le Négus, c'est-à-dire le roi du Showa, l'une des provinces qui composent l'Empire d'Éthiopie et qui s'est toujours posé en rival de l'empereur Théodros II puis de Johann IV. Et autant vous dire qu'il est très ambitieux pendant des années il s'est constitué une armée de plus en plus grande qu'il a armée grâce au soutien des Britanniques. C'est lui qui fonde en 1886 la ville d'Addis-Abeba, qu'il fait relier au port de Djibouti par une ligne de chemin de fer, qui permet à la ville de prendre rapidement son essor et de devenir la nouvelle capitale de l'Éthiopie. Il fait venir des ingénieurs occidentaux comme le Suisse Alfred Ilg qui permettent à Addis-Abeba d'avoir l'électricité, l'eau courante ou encore le téléphone. 1886 à 1889, en parallèle, il continue d'étendre le Shoa au sud, le but pour Menelik est d'agrandir son royaume en allant conquérir des régions riches en ressources avant que les Européens ne mettent la main dessus. Ces conquêtes permettent à Menelik de devenir le Négus le plus important d'Éthiopie, avec un royaume du Shoa moderne et une armée puissante soutenue par la majorité de la noblesse éthiopienne. C'est pourquoi quand il apprend la mort de l'empereur Johann IV, il se dit que c'est peut-être son heure. Mais, c'est aussi à ce moment que les Italiens décident de revenir dans la partie. Tout part de l'envoi d'une émissaire, Pietro Antonelli, chargé de signer un traité avec le successeur de Johann IV. Il finit par trouver Menelik dans le village de Wuchale, alors qu'il est en route pour se faire couronner, et c'est là que les ennuis vont commencer. Antonelli est là